Imagine un instant, un homme si riche que son nom seul suffisait à déclencher la convoitise des rois et à bouleverser l'équilibre économique de nations entières. Un homme dont la fortune dépasse, et de très loin, celle d'Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates réunis. Pourtant son nom est absent des manuels scolaires, son histoire volontairement reléguée aux marges de l'histoire officielle. Son nom ? Mansa Musa. Empereur du Mali au XIVe siècle, il est aujourd'hui reconnu comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mais ce titre n'est qu'un aperçu d'une légende bien plus vaste, où la richesse, la foi, la puissance et le savoir s'entremêlent pour façonner une des histoires les plus fascinantes et les plus méconnues de notre humanité. Alors, toi-même tu sais, si tu pensais connaître les plus grands rois, prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir maintenant, tu ne l'as probablement jamais entendu ailleurs. Nous sommes en 1324. Le soleil implacable du désert se reflète sur les murs blanchis du Caire. Les habitants, habitués au va-et-vient des marchands venus de tout le Moyen-Orient, lèvent les yeux vers une scène inédite. Au loin, une procession colossale s'avance, une caravane gigantesque, interminable. Des milliers d'hommes, soldats, serviteurs, esclaves et musiciens. Des centaines de chameaux et de chevaux, chacun ployant sous le poids de sacs débordants, d'or pur. Et à la tête de cette marée humaine, un homme drapé dans des étoffes somptueuses, couronné d'or, avançant avec une majesté glaciale. Mansa Musa. La foule retient son souffle. Puis, contre toute attente, l'empereur commence à distribuer l'or, aux pauvres, aux marchands, aux mosquées. De l'or en abondance, comme si c'était de simples cailloux ramassés au bord de la route. Tellement d'or que les marchés du Caire en sont bouleversés. Tellement d'or que la valeur de la monnaie locale s'effondre. Résultat, l'économie du Caire, jadis prospère, s'enfonce dans une crise qui durera plus de 10 ans. Oui, 10 ans. Tout ça à cause d'un seul homme et de son incommensurable générosité. Tu imagines ça ? Un milliardaire moderne pourrait faire trembler une bourse ou un marché. Mais Musa, lui, a fait vaciller l'économie de royaumes entiers par une simple étape de son voyage. Mais attention, réduire Mansa Musa à un homme riche, ce serait passer à côté de l'essentiel. Il n'était pas qu'un empereur au coffre débordant, c'était un visionnaire. Un homme qui a compris que l'or seul ne suffit pas à bâtir une civilisation éternelle. Sous son règne, Tombouctou est devenue bien plus qu'une ville, une capitale du savoir, un phare de la connaissance dans le monde médiéval. Des mosquées majestueuses s'y dressent, des universités accueillent des milliers d'étudiants, et des savants venus des 4 coins du globe s'y installent. Certains chroniqueurs affirment même que Tombouctou rivalisait avec Athènes et Bagdad à leur apogée. Et pourtant, aujourd'hui, qui connaît son nom ? Pourquoi l'Afrique médiévale, brillante et prospère, a-t-elle été effacée des récits dominants ? Pourquoi connaît-on chaque détail des rois européens ? Mais si peu de ce roi africain qui, par sa richesse et sa grandeur, a marqué la planète entière. Ce silence, ce mystère, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Et crois-moi, plus tu avanceras dans cette histoire, plus tu comprendras que Mansa Musa n'était pas seulement l'homme le plus riche de l'histoire, il était une légende vivante. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien changer à jamais la façon dont tu regardes l'Afrique et son rôle dans l'histoire du monde. Pour comprendre comment Mansa Musa a pu devenir l'homme le plus riche de l'histoire, il faut plonger au cœur d'un territoire mystérieux, une terre où le sable du désert se mêlait aux rivières fécondes, et où les entrailles de la terre recelaient un secret jalousement gardé, l'or du Mali. Imagine un continent médiéval, où les routes commerciales sont les artères de la richesse. Les caravanes traversent le Sahara, reliant l'Afrique subsaharienne au marché de l'Égypte, de l'Arabie, et même jusqu'à l'Europe. Au milieu de ce vaste réseau, un empire se dresse comme un colosse. Le Mali, ce royaume, n'était pas seulement riche, il contrôlait littéralement la source principale de l'or mondial. Au XIVe siècle, plus de 50% de l'or en circulation dans le monde provenait directement des mines de l'Afrique de l'Ouest. Et qui contrôlait ces mines ? Mansa Musa. Les chroniqueurs arabes décrivent des régions entières où l'or semblait jaillir naturellement du sol. À Bambouk, à Bourré, à Galam, les gisements scintillaient comme s'ils étaient bénis des dieux. Certains récits affirment même que dans les rivières de l'Empire, les enfants ramassaient des pépites d'or comme s'il s'agissait de simples cailloux. Mais ce qui rendait le Mali encore plus puissant, ce n'était pas seulement la possession de ces mines, c'était le contrôle des routes commerciales.
Aucune caravane ne pouvait traverser le Sahara sans passer par les postes avancés du Mali. Et chaque marchandise, sel, esclaves, tissus, épices, devait s'acquitter d'un impôt. Un système si bien organisé qu'il transformait chaque transaction en une source de richesse pour l'Empire. Et puis, il y avait le sel. Tu pourrais penser que l'or était le bien le plus précieux, mais non. Au Moyen-Âge, le sel valait parfois autant que l'or. Essentiel à la conservation des aliments, il était vital pour la survie des royaumes. Le Mali possédait les deux, les mines d'or et les mines de sel. Un double monopole qui assurait au royaume une domination économique absolue. Ce duo, sel et or, transformait Mansa Moussa en maître des richesses et garantissait la prospérité d'un empire entier. Là où l'Europe médiévale connaissait famines et guerres incessantes, le Mali brillait d'une stabilité et d'une puissance financière inégalée. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les récits des voyageurs étrangers. Ibn Khaldoun, l'un des plus grands historiens arabes, décrit l'Empire comme un territoire où l'abondance était telle qu'elle défiait l'imagination. D'autres voyageurs parlent de marchés débordant de marchandises, d'armées disciplinées et d'une administration si sophistiquée qu'elle rivalisait avec celle des grandes puissances du monde islamique. Imagine une ville comme Tombouctou, qui n'était alors qu'un carrefour commercial. Sous le règne de Moussa, elle devint une légende vivante. Un lieu où les caravanes déposaient leurs richesses, où les marchands négociaient des fortunes et où l'or circulait si librement que la rumeur affirmait que même les rues en étaient imprégnées. Et c'est là que l'histoire prend une dimension presque surnaturelle, car cet or, cette abondance, semblait inépuisable. Certains disaient que les mines étaient bénies. D'autres affirmaient que Moussa avait conclu un pacte secret avec les esprits du désert, ceux qui gardent les trésors enfouis depuis des millénaires. Un mythe, sans doute, mais qui reflète bien la fascination qu'exerçait le Mali sur le reste du monde. Pour les marchands arabes, l'or du Mali était une obsession. Pour les royaumes européens, une énigme. Et pour Moussa, un outil de pouvoir. Un instrument qui allait lui permettre de se hisser au rang des souverains les plus influents de la planète. Alors pose-toi cette question. Comment un homme, assis sur un tel trésor, allait-il utiliser cette richesse? Pour bâtir? Pour conquérir? Pour marquer l'histoire? La réponse, tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. Et crois-moi, ce que Mansa Moussa a accompli avec cet or dépasse de loin la simple idée de richesse matérielle. Il a transformé son empire en un foyer de lumière et de savoir, dans un monde encore plongé dans les ténèbres. Une procession si immense qu'elle paraît sans fin, un cortège si riche qu'il éclipse tout ce que les yeux du Moyen-Âge avaient jamais vu, un homme si puissant que chacun de ses gestes pouvait bouleverser l'économie d'un royaume entier. Cet homme, c'est Mansa Moussa, et en 1324, il entreprend un voyage qui allait graver son nom dans la mémoire de l'humanité, son pèlerinage à la Mecque. La scène est surréaliste. On raconte que plus de 60 000 personnes composent la caravane. Des soldats, des serviteurs, des esclaves, des griots qui chantent les louanges de l'empereur, mais aussi des musiciens qui rythment la marche au cœur du désert. À leur côté, des centaines de chameaux et de chevaux ploinent sous le poids d'un butin inimaginable. Des sacs remplis de lingots d'or, des coffres débordant de pièces précieuses, des étoffes somptueuses tissées pour l'occasion, et au centre de cette marée humaine, trônant dans une aura de majesté glaciale, marche Moussa, vêtu d'or et de soie, tenant dans ses mains le symbole de sa puissance absolue, l'or du Mali. Quand la caravane traverse le Caire, c'est un choc. Les habitants ébahis n'avaient jamais rien vu de tel. Les chroniqueurs arabes racontent que Moussa distribuait l'or comme si ce n'était rien. Aux pauvres dans les rues, aux marchands des souks, aux nobles égyptiens, et même aux mosquées qu'il croisait. Mais cette générosité allait avoir une conséquence inattendue. Mansa Moussa distribua tellement d'or que le marché en fut inondé. Le prix de l'or chuta brutalement, provoquant une crise économique sans précédent. Pendant plus de 10 ans, l'économie du Caire, l'une des plus prospères capitales du monde islamique, resta déstabilisée. Tu réalises le pouvoir de ce geste? Un seul homme, par sa richesse et sa générosité, avait ruiné un empire, sans jamais lever une épée. Mais attention, ce pèlerinage n'était pas une simple démonstration de force. Mansa Moussa n'agissait pas par caprice. Il avait un but clair, affirmer que l'empire du Mali n'était pas seulement riche, mais aussi pieux, puissant et respecté dans tout le monde musulman. Chaque pièce d'or donnée, chaque mosquée financée, chaque érudit rencontré, était un acte diplomatique soigneusement calculé. Moussa voulait inscrire son empire dans le réseau du monde islamique, gagner le respect des califes
et montrer que l'Afrique de l'Ouest n'était pas une périphérie oubliée, mais un centre de pouvoir incontournable. Les chroniqueurs arabes, fascinés, inscrivent son nom dans leurs récits. Les marchands européens, eux, commencent à chuchoter son histoire. Et bientôt, sur les cartes du monde médiéval, une image frappe les esprits. Celle d'un roi noir, assis sur un trône, tenant une pépite d'or gigantesque dans sa main. C'est Mansa Musa, devenu une légende vivante. Ce pèlerinage est une scène fondatrice. En un seul voyage, Musa a propulsé son empire au devant de la scène mondiale. Et surtout comme il a rappelé au monde entier que la richesse n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une arme politique, spirituelle et culturelle. Alors demande-toi, comment un homme qui ruine une économie entière par générosité pouvait-il encore surprendre le monde ? La réponse se trouve dans ce qu'il fit à son retour. Transformer son empire en un foyer universel de savoir, une capitale mondiale de la connaissance. Et ça, c'est ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant. Imagine une ville au milieu du désert, un lieu qui, vu de loin, paraît fragile, presque insignifiant, perdu entre dunes et poussière. Mais approche-toi, et tu découvriras un miracle. Des mosquées majestueuses, des bibliothèques débordant de manuscrits, des marchés où l'on échange des idées autant que de l'or. Cette ville, c'est Tombouctou. Et c'est Mansa Musa qui l'a élevée au rang de capitale mondiale du savoir. Quand Moussa revient de son pèlerinage à la Mecque, il ne ramène pas seulement l'aura de sa richesse. Non, il ramène avec lui quelque chose d'encore plus précieux. Des architectes andalous, des érudits arabes, des artisans égyptiens, des savants venus de tout le monde musulman. Parmi eux, un homme marquera à jamais l'histoire. Abou Ishaq al-Sahili, un architecte originaire de Grenade. C'est lui qui construit, à la demande de Moussa, la mosquée de Djingareyber, chef-d'œuvre de l'architecture sahélienne, bâtie en argile et en bois. Un monument qui, 7 siècles plus tard, tient encore debout et témoigne de cette époque dorée. Mais Moussa ne s'arrête pas là. Il fait bâtir des écoles coraniques, des madrasas, et surtout des bibliothèques où s'accumulent des dizaines de milliers de manuscrits. Astronomie, médecine, mathématiques, droit, théologie, chaque discipline trouve sa place dans ce sanctuaire du savoir. Imagine un instant. Alors que l'Europe médiévale est encore déchirée par les famines, les guerres féodales et les épidémies, en Afrique de l'Ouest, à Tombouctou, des milliers d'étudiants affluent. On vient du Maghreb, d'Égypte, du Moyen-Orient, parfois même d'Andalousie pour étudier à l'université de Sankoré, que Moussa transforme en une véritable institution internationale. Les cours y sont rigoureux, les débats animés, et les enseignants respectés dans tout le monde musulman. Certains chroniqueurs affirment que Sankoré pouvait accueillir jusqu'à 25 000 étudiants en même temps, un chiffre énorme pour l'époque. Et dans les bibliothèques, plus de 100 000 manuscrits sont copiés, étudiés, transmis de génération en génération. Beaucoup existent encore aujourd'hui, soigneusement préservés dans des coffres familiaux à Tombouctou. Ce que Moussa a compris, c'est que l'or attire la convoitise, mais que le savoir forge la puissance durable. En misant sur l'éducation, il donne à son empire un rayonnement intellectuel qui dépasse largement ses frontières. Grâce à lui, Tombouctou devient une métropole du savoir, un phare culturel que les voyageurs arabes décrivent avec admiration et que les explorateurs européens, des siècles plus tard, chercheront avec obsession. Mais attention, cette gloire attire aussi des regards avides. Les rumeurs sur Tombouctou, la ville où l'or coule à flot et où les bibliothèques regorgent de trésors, excitent l'imagination des royaumes d'Europe. Et cette fascination ne s'éteindra jamais, préparant déjà les ambitions coloniales qui viendront bien plus tard. Alors retiens bien ceci. Mansa Musa n'était pas seulement l'homme le plus riche de tous les temps. Il était aussi un visionnaire qui a compris que le véritable pouvoir ne se mesure pas uniquement en lingots d'or, mais en savoir transmis, en culture préservée, en idées partagées. Et c'est grâce à lui que Tombouctou a brillé comme l'une des capitales intellectuelles les plus influentes du Moyen-Âge. La mort frappe tous les rois, même les plus puissants. En 1337, Mansa Musa s'éteint. Mais contrairement à tant d'autres souverains, son nom ne disparaît pas avec lui. Au contraire, il entre dans la légende. Car Musa n'était pas seulement l'homme le plus riche de tous les temps. Il était une énigme, un symbole, une ombre lumineuse qui allait traverser les siècles. Dès le XIVe siècle, son aura dépasse les frontières de l'Afrique. Les chroniqueurs arabes racontent son pèlerinage fabuleux,
ces dons d'or qui ont ruiné le Caire, son empire étincelant. Et bientôt, l'Europe, fascinée, grave son image dans la mémoire collective. Sur la célèbre carte catalane de 1375, on le voit représenté assis sur un trône d'or, tenant dans sa main une pépite gigantesque. C'est la première fois qu'un roi africain apparaît ainsi sur une carte européenne. Pour les cartographes de l'époque, Moussa n'était pas un simple souverain. Il était la personnification même de l'Afrique. Mais son héritage va bien au-delà des images. Grâce à lui, Tombouctou reste pendant plusieurs siècles un centre intellectuel majeur. Les bibliothèques, remplies de manuscrits, continuent de nourrir des générations entières de savants. Astronomie, médecine, philosophie, mathématiques, droit, l'Afrique de l'Ouest, grâce à Moussa, rivalise avec Bagdad, Cordoue et même Athènes. Et aujourd'hui encore, des milliers de manuscrits dorment dans des coffres, préservés par des familles de Tombouctou. Des trésors qui témoignent d'un âge d'or africain que l'histoire officielle a souvent voulu passer sous silence. Mais tu sais ce qui est le plus frappant ? C'est que malgré sa fortune inégalée, malgré son empire culturel, malgré son rayonnement spirituel, Mansa Moussa a presque disparu des manuels scolaires modernes. On nous parle de César, de Napoléon, d'Alexandre le Grand, mais on nous tait Moussa. Pourquoi ? Parce que son histoire dérange. Parce qu'elle contredit le récit d'une Afrique soi-disant sans civilisation, sans richesse, sans grandeur. Parce qu'elle prouve que l'Afrique a été, bien avant la colonisation, un continent de puissance, de savoir et de gloire. Imagine la scène finale, un empereur noir, assis sur un trône d'or, une main tenant une pépite étincelante, l'autre posée sur un manuscrit de Tombouctou. Autour de lui, des savants débattent, des architectes dessinent, des marchands échangent. Un empire riche, cultivé, spirituel. Voilà la véritable image de Mansa Moussa. Et cette image, c'est un message pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'Afrique n'a pas seulement été pillée et enchaînée, elle a aussi été et sera encore un phare de culture, de richesse et de puissance. Alors, si toi aussi tu penses que l'histoire de Mansa Moussa doit être connue du plus grand nombre, aide-nous à briser le silence. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Légendes Interdites et partage ce récit. Parce que chaque vue, chaque geste, chaque mot diffusé, c'est une victoire contre l'oubli. Et souviens-toi, on n'efface pas la légende de l'homme le plus riche de tous les temps.